À l'enterrement, ma belle-fille s'est penchée et a dit « Un de moins, un de moins ». J'ai tenu la main de mon mari une dernière fois. Il était déjà parti, bien sûr, mais j'ai serré ses doigts froids et sans vie dans ce cercueil en acajou comme si je pouvais l'empêcher de l'entendre. Comme si je pouvais le protéger du venin, même dans la mort. Les mots étaient si bas que j'ai presque cru les imaginer. Presque. Elle les a prononcés juste au moment où le chœur entamait le deuxième couplet de « It is well with my soul ». Sa voix s'élevait à peine au-dessus de l'orgue, juste un souffle contre mon oreille. Mais j'ai ressenti chaque syllabe. Elle ne m'a même pas regardé en disant cela. Elle a juste regardé droit devant elle, le visage serein, les lèvres à peine mobiles comme si c'était une blague pour une personne. Je ne me suis pas retournée. Je n'ai pas bronché. Je restais là, serrant la main de mon mari, tandis que le tissu de ma vie et ma raison commençaient à se défaire. Avant de continuer, indiquez d'où vous regardez et abonnez-vous. Nous adorons voir le chemin parcouru par ces histoires. Nous étions mariés depuis 47 ans. Harold et moi. Cet homme pouvait tout réparer, les robinets qui fuient, les clôtures brisées, les cœurs brisés. Il avait survécu à 2 licenciements, à une crise cardiaque et à la mort de notre premier fils. Il avait construit notre maison de ses propres mains et plantait des soucis chaque printemps, simplement parce que j'aimais leur odeur lorsqu'ils étaient baignés de soleil. Et maintenant, à 72 ans, il n'était plus là. Étendu dans une boîte au poignet argenté et à l'intérieur en satin blanc, comme un homme qui avait besoin d'un objet aussi précieux pour être digne. Ma main se posa une dernière fois sur la sienne tandis que l'assemblée chantait. Et à côté de moi, elle se tenait Olivia avec ses pommettes saillantes, son parfum de luxe et ses yeux qui ne s'étaient jamais adoucis pour personne d'autre qu'elle-même. Un de moins, un de moins. Comme si j'étais la prochaine sur sa liste. Comme si j'étais un problème à régler maintenant qu'Harold n'était plus entre nous. Après la cérémonie, les gens sont venus vers moi avec leur compassion éprouvée. Oh, Margaret, c'était un homme si bien. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de quoi que ce soit. Il vous aimait, vous savez. On l'a tous vu. J'ai hoché la tête. J'ai souri faiblement. Je les ai remerciés. Et Olivia? Elle se faufilait dans la foule tel un ange en deuil. Acceptant les câlins. Essuyant ses yeux secs avec un mouchoir en dentelle. Serrant le bras de mon fils Marcus comme si c'était elle qui avait perdu une vie. Personne n'aurait cru ce qu'elle murmurait. Personne. Elle était toujours prudente comme ça. Calculatrice. On la disait élégante. Je l'ai traitée de dangereuse. De retour à la maison, je me suis assise dans le fauteuil d'Harold tandis que les gens entraient et sortaient de la cuisine. Les plats en cocotte arrivaient. Les assiettes s'entrechoquaient. Mes petits-enfants riaient trop fort dans le couloir. Et Olivia? Elle faisait visiter notre maison à une cousine éloignée, comme si elle lui appartenait déjà. C'est ici qu'on va probablement mettre le piano, a-t-elle dit. Et ce papier peint moche? Il aura disparu au printemps prochain. Nous. J'ai cligné des yeux. Puis je me suis levée. J'ai marché lentement dans le couloir jusqu'à la cuisine où elle se tenait avec un verre de vin, souriant à ma cousine Gail comme si de rien n'était. « Tu vas bien, maman ?» a demandé Marcus en apparaissant à mes côtés. « Tu es pâle. » J'ai regardé Olivia et, pour la première fois depuis longtemps, j'ai souri. « Oui, ma chérie, » ai-je dit doucement. « Juste fatiguée. » Parce que j'ai su à ce moment-là, cette femme pensait que la mort d'Harold marquait la fin de quelque chose. Mais elle n'avait aucune idée de ce qu'elle avait commencé. Je n'ai pas dormi la nuit suivant les funérailles. La maison était trop silencieuse. Le genre de silence qui n'apaise pas, il vous serre la poitrine. Chaque recoin de la pièce portait l'absence d'Harold comme une ombre. Ses pantoufles étaient toujours près du lit. Ses lunettes étaient soigneusement pliées sur la table de nuit. Il y avait une légère empreinte sur son oreiller, là où sa tête reposait. J'étais allongée dans mon lit, les yeux rivés au plafond. Je me repassais ces mots. Un de fait, un à faire. Elle l'a dit sans peur, sans honte. Comme si j'avais déjà signé mon destin et que j'étais trop stupide pour le savoir. Et Marcus, oh, mon Marcus. Il n'a pas remarqué. Ou peut-être qu'il ne le voulait pas. J'avais toujours douté d'Olivia. Non pas parce qu'elle portait des chemisiers en soie ou qu'elle parlait toujours comme si elle auditionnait. Ni même parce qu'elle m'appelait Margaret au lieu de maman, malgré les années qui passaient. C'était sa façon d'observer. Calculatrice. Sélective. Comme si elle faisait constamment l'inventaire de ceux qui pouvaient la servir et de ceux qui pouvaient être écartés.
Je l'ai remarqué la première année de leur mariage. Sa façon de traiter Harold, un sourire tendre quand il lui tendait un verre de vin, puis levant les yeux au ciel quand il se détournait. Sa façon de redécorer les pièces de leur maison pendant que Marcus voyageait et de dire « Ne t'inquiète pas, il ne remarquera rien ». Et sa façon constante de me poser des questions sur mes comptes. « Oh, tu vis toujours ici tout seul. Tu gères toujours ta retraite toi-même. Tu n'as toujours pas réduit ton logement. » Tout cela avec le sourire, bien sûr. Toujours avec le sourire. Harold l'a vu aussi. Il m'a dit un jour, de sa voix douce et rauque, « Elle est jolie de l'extérieur. Mais je ne lui tournerai pas le dos même avec un portefeuille. » Je n'ai pas raconté à Marcus ce qu'elle avait dit à l'enterrement. Je ne savais pas comment. Il avait l'air si fatigué ce jour-là, un homme qui essayait de contenir son propre chagrin. Mais quelque chose en moi avait changé. Ce n'était plus seulement du chagrin maintenant. C'était une prise de conscience. La conscience que le sol sous mes pieds s'était ameubli pendant des années, et que j'avais continué à marcher comme s'il était encore solide. Je pensais que l'amour, l'histoire et les souvenirs partagés me protégeraient. Mais Olivia était une créature différente. Elle ne faisait pas commerce de souvenirs. Elle faisait commerce de contrats à terme. Et Harold étant parti, je savais exactement où son regard se tournait ensuite. Quelques jours plus tard, Marcus a appelé. « Salut, maman. Comment vas-tu » J'étais assise sur la véranda, emmitouflée dans un vieux cardigan d'Harold, une tasse de thé refroidissant dans mes mains. « Je me débrouille, ai-je dit. Difficile de m'habituer au silence. » Il est resté silencieux un instant. « Je sais. Il manque aux enfants. » Olivia aide Lila avec son album, elle rassemble des photos de grand-père. Mes doigts se sont légèrement resserrés sur la tasse. « C'est gentil. » ai-je murmuré. On se disait, a-t-il poursuivi, que tu pourrais peut-être envisager d'emménager avec nous un moment. Juste le temps que tu te sentes plus stable. C'était là. Le début. Je laissai ces mots reposer, puis dis doucement, c'est gentil à vous de m'offrir ça. Mais je ne suis pas encore prête à quitter la maison. Il est encore trop présent ici. Un silence. Je comprends, dit-il. Mais je l'entendis dans son ton, la déception. Ou peut-être était-ce de la confusion. Ou peut-être était-ce simplement un homme essayant de trouver un équilibre entre deux mondes, sa mère et sa femme. Et ne voyant pas qu'un seul de ces mondes l'avait vraiment protégé. Ce soir-là, je me suis dirigée vers le vieux meuble en bois du bureau d'Harold. Celui que nous n'avions pas ouvert depuis des années. À l'intérieur se trouvaient des piles d'albums photos, des papiers d'assurance, quelques vieux journaux d'Harold et, coincés entre deux classeurs, une fine enveloppe Kraft étiquetée de sa main. Margaret à ouvrir si je suis seule. J'avais le souffle coupé. Mes mains tremblaient légèrement en l'ouvrant. À l'intérieur se trouvait une simple feuille de papier. Son écriture, soignée et nette, remplissait la page. Si tu lis ceci, Maggie, c'est que je suis partie. Et si je suis partie, je m'inquiète. Pas pour toi. Tu as toujours été plus forte que tu ne le laisses paraître. Mais pour ceux qui t'entourent. J'ai vu la façon dont Olivia regarde les objets dans cette maison. Comme s'ils lui appartenaient déjà. Comme si elle attendait. J'ai confiance en Marcus. Mais je doute qu'il la voie clairement. Tu as plus de pouvoir que tu ne le penses. Plus qu'il ne le pense. Sois intelligente, ma puce. Protège-toi. Et si tu as besoin de changer quoi que ce soit, le testament, l'acte, la fiducie, ne culpabilise pas. Je le voudrais. J'insisterai. Encore une chose. La lettre dans la boîte bleue? Donne-la à Marcus. Mais seulement quand le moment sera venu. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Même quand j'oubliais où j'avais laissé mes clés ou que j'appelais le chat par le mauvais nom. Tu as été la meilleure chose qui me soit arrivée. Ne l'oublie pas. Tout mon amour, Harold. Je suis restée assise là, la lettre serrée contre ma poitrine, et j'ai pleuré. Pas à plein poumon. Le silence, celui où les larmes coulent parce que quelque chose qu'on croyait perdu à jamais s'est tendu vers nous et nous a serrés dans ses bras. Il l'avait vu. Même dans ces derniers jours, il avait vu ce que je refusais de m'avouer. Et il m'avait fait confiance pour agir. Le lendemain matin, j'ai apporté la lettre au cabinet de l'avocat. Mon nom figurait encore sur chaque document, Harold y veillait. Mais je comprenais maintenant pourquoi il insistait toujours pour que les choses soient claires, à jour et précises. Il connaissait le monde dans lequel vivait Olivia. Il savait à quelle vitesse les femmes comme elles réécrivent l'histoire. Et maintenant,
J'allais m'assurer qu'elle ne prenne pas la plume. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai trouvé un message d'Olivia. Elle était passée pendant mon absence. Je voulais juste te déposer quelques affaires. Peut-être discuter un peu, disait son mot, écrit de la même écriture parfaite et penchée. Mais il y avait quelque chose d'anormal dans la façon dont les meubles avaient été déplacés. Le fauteuil inclinable d'Harold n'était pas exactement à sa place. Sa photo encadrée de la marine avait été posée sur la table basse au lieu de l'étagère. Comme si quelqu'un avait parcouru la pièce, imaginant à quoi elle ressemblerait une fois la vieille dame partie. Debout au centre de la pièce, la lettre d'Harold toujours pliée dans ma poche, je murmurais au mur. C'est toi qui as construit cette maison, Harold. Mais maintenant, c'est à mon tour de la défendre. Parce qu'Olivia me trouvait faible. Ce chagrin m'engourdissait. Mais elle avait oublié la règle la plus importante. Les veuves ne se brisent pas. On aiguise. 3 jours après la petite visite d'Olivia, j'ai changé les serrures. Silencieusement. Discrètement. Sans faire d'annonce. J'ai appelé un homme à tout faire du coin, un homme avec qui Harold jouait au domino à la salle des VFW et au coucher du soleil, la clé qu'elle utilisait autrefois pour « entrer », quand elle pensait que je faisais la sieste ne rentrait plus. Elle ignorait que je l'avais vue. Elle ignorait que je restais silencieux à la fenêtre, derrière le rideau, tandis qu'elle ouvrait la porte sans frapper et pénétrait chez moi comme dans une salle d'exposition. Elle a passé 10 minutes entières à parcourir la cuisine, caressant les comptoirs du bout des doigts, s'arrêtant devant la table à manger, celle-là même qu'Harold et moi avions achetée d'occasion en 1975 et que nous avions restaurée ensemble au cours d'un long été de sueur et de rire. Elle a ouvert le placard où je rangeais la porcelaine. Elle a fixé la cheminée. Et puis, avec un sourire parfaitement satisfait, elle a sorti son téléphone et a pris une photo. De quoi, je l'ignore. Mais je sais une chose, elle n'a jamais regardé autour d'elle avec tristesse. Seulement la possession. C'est à ce moment-là que j'ai décidé que je ne la lui laisserai jamais. Pas ma maison. Pas mon histoire. Pas ma dignité. Le lendemain matin, j'ai ouvert la boîte dont Harold parlait dans sa lettre. La boîte bleue, cabossée sur le bord, était rangée au fond de l'armoire, derrière des couvertures d'hiver que je n'avais pas touchées depuis des années. À l'intérieur se trouvait une enveloppe pliée avec l'inscription. Pour Marcus seulement quand la vérité est nécessaire. Elle n'était pas scellée, mais je ne l'ai pas lue. Je ne pouvais pas. Parce qu'Harold me faisait confiance pour connaître le moment. Et d'une certaine manière, au fond de moi, je savais que ce moment n'était pas venu. Pas encore. Mais bientôt. Pendant ce temps, le silence s'installait dans la maison. Pas de tristesse, mais de clarté. J'ai commencé à vider les étagères. Non pas parce que j'avais l'intention de déménager, pas encore, mais parce que j'avais besoin de récupérer ce qui avait toujours été à moi. Chaque tiroir, chaque linge, chaque photo tranquille que j'avais autrefois laissé prendre la poussière parce que la vie était trop bruyante et trop occupée par les besoins des autres. J'ai emballé les vieux dossiers médicaux d'Harold. J'ai donné des vêtements qui ne portaient plus son odeur. Et j'ai encadré une photo de nous à la foire d'État de 1983, celle où je ris avec des corn dogs à la main et où il me regarde comme si j'avais accroché les étoiles. Je l'ai mise juste au-dessus de la cheminée. Non pas parce qu'elle s'accordait avec le décor. Parce qu'elle était vraie. Parce qu'elle était à nous. Dimanche, Marcus est arrivé. Sans prévenir. Il avait l'air nerveux, debout sur mon porche, en jean et chemise repassée, tenant une boîte de roulés à la cannelle qu'Olivia ne cuisinait pas, je le savais. J'ai ouvert la porte lentement. « Salut, maman. » Marcus. Il est entré prudemment, les yeux rivés autour de lui comme s'il s'attendait à ce que quelque chose surgisse et le morde. Je voulais parler. Seul. Je l'ai conduit à la cuisine, nous ai servi du café à tous les deux et me suis assis en face de lui à la table. Il avait l'air fatigué. Comme un homme dont la paix intérieure est toujours à portée de décision, mais jamais vraiment accessible. Après un long silence, il dit « Olivia pense que tu es en colère contre elle. » Je sirotai une gorgée. « Ne devrais-je pas ?» Il hésita. Elle a dit qu'elle avait essayé de passer. Elle pensait que tu aurais peut-être besoin de compagnie. « Olivia ne propose pas de compagnie, » dis-je calmement. Elle fait l'inventaire. Il tressaillit. Légèrement. « Maman, dit-il doucement, je sais que vous ne vous êtes jamais vraiment entendus, mais elle essaie. » Non, l'interrompis-je en posant ma tasse, elle se positionne. Il y a une différence. Il ouvrit la bouche. La referma. Puis soupira en se frottant les yeux. Je ne sais pas ce que tu veux que je dise.
Je me penchai légèrement en avant. Je veux que tu te souviennes de qui j'ai été pour toi. Qui était ton père? Je veux que tu examines attentivement ta vie et que tu te demandes si ce que tu as, c'est de l'amour ou de la performance. Silence. Puis, doucement, elle a dit que tu modifiais ton testament. Ah. Alors c'était ça. C'est mon droit, dis-je. Tu nous exclus vraiment. Je ne te exclus pas, dis-je doucement. Je me faufile dans le bruit. Il resta assis là un long moment, clignant des yeux. Puis il dit quelque chose qui me brisa le cœur plus que tout. Elle me fait peur parfois, maman. Les mots restèrent suspendus entre nous, fragiles et terrifiants. Je tendis la main par-dessus la table et la pris. Alors il est temps de se réveiller. Il hocha la tête. Une fois. Et je sus, la porte n'était pas encore complètement ouverte. Mais elle était entr'ouverte. Ce soir-là, Olivia m'envoya un message. Pas de salutation. Pas de blabla. Si tu penses que m'enfermer dehors arrêtera ce qui arrive, tu es plus naïve que je ne le pensais. Je l'ai lu 2 fois. Puis je l'ai supprimé. Parce que je n'avais pas besoin de ces menaces. Elle m'avait déjà tout dit quand elle avait murmuré ces mots aux funérailles d'Harold. Un de fait, un de moins. Mais ce qu'elle ne comprenait pas, c'est que certains d'entre nous sont faits pour l'endurance. Et j'avais passé 47 ans aux côtés d'un homme bon, et non pour être emporté comme un reste après son départ. Le lendemain matin, j'ai rappelé l'avocat. Je suis prête à finaliser les changements, ai-je dit. Et je le pensais vraiment. Parce que cette fois, je ne protégeais pas le passé. Je défendais l'avenir. L'air commençait à changer. Le début octobre s'était installé, caressant les lisières des arbres d'orange et d'or. Harold aurait déjà été devant avec son râteau et sa thermos, fredonnant de vieux chants de gospel à voix basse tout en assemblant chaque feuille en tas parfait. Il disait toujours que le vent n'était pas maître du jardin, lui, si. Ce matin-là, je me tenais près de la fenêtre, à regarder la brise balancer les feuilles sur la pelouse qu'il gardait si fièrement. Ça me faisait mal de voir comment les choses avançaient sans se demander si on était prêt. Mais je ne me laissais plus emporter. J'avais une direction maintenant. Le bureau de l'avocat était silencieux quand je suis entrée. Petit, lambrissé, avec une légère odeur de citron dans l'air, comme si tout était à peine en place. J'étais assis en face d'elle, Madame Carmichael, une femme calme et efficace, au regard perçant et aux mains douces. Elle a fait glisser le testament révisé sur le bureau. Êtes-vous sûr de vouloir procéder à cette répartition? Oui, ai-je dit. Elle m'a regardé un long moment avant d'acquiescer. C'est juste. Prévenant. C'était le but. Juste pas émotif. Prévenant, sans réaction. Marcus recevrait une petite part. Juste assez pour honorer la part de lui qui avait encore de la lumière. Mais rien n'irait à Olivia. Pas un centime. Pas un bibelot. Pas les coussins de la chambre d'amis qu'elle avait un jour décrits comme un peu campagnards, mais plutôt mignons. La maison, les économies, la petite confiance qu'Harold et moi avions bâtie discrètement au fil des ans, tout serait redirigé vers ceux qui l'avaient mérité. Des gardiens discrets. Des cousins éloignés qui avaient envoyé des plats cuisinés avec des mots manuscrits. Des voisins qui avaient pelleté la neige sans rien demander. Et l'hôpital, bien sûr, où Harold avait rendu son dernier souffle. Ils ont été gentils avec nous, ai-je dit à Madame Carmichael. Ils m'ont accordé 5 mois de plus avec lui. En rentrant, je me suis arrêtée au cimetière. La pierre tombale n'était pas encore terminée, juste un espace réservé avec son nom tapé en lettres noires. Harold James Monroe. Époux bien-aimé. Père. Protecteur. Je suis restée là un moment, ne sachant que dire. Puis je me suis penchée, j'ai touché la pierre et j'ai murmuré. J'ai réussi, Harold. J'ai suivi les miettes de pain. Je n'avais pas besoin qu'il réponde. Sa lettre avait suffi. Ce soir-là, j'ai ressorti la boîte bleue de l'armoire. Je me suis assis à la table de la cuisine, j'ai allumé une bougie et j'ai regardé l'enveloppe qu'il avait marquée, pour Marcus. Je l'avais presque oubliée. Presque. Mais pas tout à fait. Je ne l'avais pas ouverte, je ne l'ouvrirai toujours pas. Mais je l'ai ressortie parce que quelque chose en moi savait que le moment approchait. Marcus était en train de craquer. Ce petit garçon effrayé en lui, celui qui se cachait derrière les jambes d'Harold quand le tonnerre grondait trop, il était toujours là. Noyé sous les couches scintillantes de l'influence d'Olivia. La lettre, quoi qu'elle dise, était la dernière tentative d'Harold. Son dernier coup de pouce. Et je ne la laisserai pas passer. Le lendemain,
Olivia est réapparue. Sans y être invitée. Comme d'habitude. Mais cette fois, elle n'a pas pris la peine de faire semblant. Elle ne portait pas le châle de deuil angélique. N'apportait pas de biscuits ni un sourire vide de sens. Elle est arrivée habillée comme pour une réunion. Blazer repassé, talons aiguilles, lunettes de soleil qu'elle n'a pas enlevées. J'ai ouvert la porte, mais je ne me suis pas écartée. Elle a incliné la tête, a souri comme un requin et a dit « Tu joues toujours les gardiennes ?» « Je suis la propriétaire, Olivia, ai-je dit. Le portail est à moi. » Elle m'a quand même poussée. « Tu ne me fais pas peur, Margaret, a-t-elle dit en tapant du pied dans mon couloir. Je sais ce que tu fais. Modifier le testament. Éliminer ton fils. C'est cruel. C'est la clarté. Elle s'est retournée, les bras croisés. Tu sais ce que je trouve triste, a-t-elle dit. Tu as bâti toute ta vie sur le devoir et le sacrifice, et maintenant tu vas mourir seule dans cette vieille maison moisie, avec tes anges en céramique et tes rideaux de friperie. Pas d'héritage. Plus personne. Je la fixai longuement. Puis je souris, doucement, sans bouger. Je mourrai en sachant que j'ai protégé ce qui comptait. Elle leva les yeux au ciel. Tu es émotive. Non, dis-je doucement. Tu le es. Parce que tu sais que je n'ai plus peur de toi. Elle ne répondit pas. Elle parcourut la maison du regard une dernière fois, comme si elle essayait encore de la mémoriser. S'imaginant encore siroter du vin dans le fauteuil d'Harold. Puis elle partit. Pas d'au revoir. Le lendemain, Marcus passa. Cette fois, il avait l'air différent. Quelque chose dans sa posture. Ses yeux. Comme un homme qui entendait enfin l'écho de choses qu'il avait essayé de ne pas remarquer. Nous nous sommes assis sur la véranda, nos tasses de café à la main. Il ne parla pas au début. Il regarda simplement le vent danser dans les arbres chéris d'Harold. Puis, d'une voix calme, il dit « Elle m'a dit que tu l'avais menacée. » Je haussai un sourcil. C'est ça qu'elle appelle se voir refuser les clés de la maison. Il expira longuement. Fatigué. Je ne sais plus quoi croire. Maintenant. C'était le moment. Je me levai, entrai et revins avec l'enveloppe dans la boîte. Je la lui tendis sans un mot. Il parut d'abord perplexe. Puis inquiet. « Qu'est-ce que c'est ?»« De la part de ton père, dis-je. Pour toi. Il a dit que tu le saurais quand ce serait le moment. » Il hésita. Puis l'ouvrit. Je le regardai lire. Ses yeux se déplaçaient ligne par ligne, lentement d'abord, puis plus vite, jusqu'à ce que sa mâchoire se serre et que ses mains tremblent légèrement. Il termina, plia la lettre, puis la posa sur ses genoux. Il ne me regarda plus pendant un moment. Mais quand il l'a fait, il y a eu des larmes. De vraies larmes. Pourquoi ne m'a-t-il rien dit? Parce qu'il te protégeait. Même de la vérité. Marcus hocha la tête. Il s'essuya le visage et regarda de nouveau le jardin. Puis, la voix tremblante, il murmura. Elle m'a dit de commencer à te convaincre de vendre la maison. Des mois avant même le décès de papa. Je ne dis rien. Il se tourna vers moi. Je ne l'ai pas écouté au début. Mais ensuite elle a commencé à dire des choses. À dire que cet endroit était trop pour toi. À dire que tu étais perdu. Il s'étrangla. Je l'ai laissé parler pour moi. Il pleurait maintenant, ouvertement. Je ne t'ai pas défendu. Ni papa. Je tendis la main par-dessus la petite table et posai la sienne sur la sienne. Tu peux encore. Il hocha la tête. Je veux. Et comme ça, le garçon que j'ai élevé est revenu vers moi. Pas en entier. Mais assez. Plus tard dans la soirée, j'ai remis la lettre dans la boîte. Un nouveau mot à côté. Il l'a lu, Harold. Et je pense qu'il commence peut-être à voir. Puis je suis allée près de la cheminée, je me suis servi un verre de vin et je me suis assise dans le fauteuil qu'Olivia avait un jour prétendu redécorer. Il a craqué sous moi. Comme toujours. Et j'ai souri. Parce que cette maison n'appartenait pas à son avenir. Elle appartenait à ma mémoire. Et à ceux qui y avaient mérité leur place. Les jours qui ont suivi la lecture de la lettre d'Harold par Marcus ont été calmes, mais pas silencieux. Il appelait tous les jours. De brèves conversations, rien de lourd, mais suffisamment pour que je sente que quelque chose en lui avait changé. Je connaissais ce ton. Ce calme d'un homme debout dans un couloir de ses propres choix, décidant par quelle porte passer. Il n'a pas mentionné Olivia. Pas une seule fois. Et je n'ai pas posé la question.
Je savais comment elle était après une confrontation, froide au début, puis lente et stratégique. Le genre de femme qui ne crie pas, mais qui tire les ficelles derrière des portes closes jusqu'à ce que le rideau s'effondre sans que personne ne se rende compte qu'elle a touché. Mais elle ne s'attendait pas à ce qu'Harold laisse une lettre. Elle ne s'attendait pas à ce que la seule personne qu'elle pensait contrôler, Marcus, la lise et commence à la regarder de travers. Les fissures se formaient. Et j'avais appris depuis longtemps, ce n'est pas la tempête qui brise le toit, c'est la pourriture en dessous qui finit par céder. La deuxième trahison est venue discrètement. Elle n'a pas crié. Elle a pris la forme d'une conversation que je n'étais pas censé entendre. Je marchais au rayon pain du supermarché, en train d'acheter une miche de pain perdu, le pain préféré d'Harold. J'en faisais encore parfois. Non pas par chagrin, mais par souvenir. Je tournais au coin de la rue en direction de la caisse, et elles étaient là, Olivia et sa sœur Denise, feuilletant des magazines comme si rien au monde ne pouvait les atteindre. Je m'arrêtais derrière un grand étalage de tomates en conserve en entendant mon nom. Elle réécrit le testament, dit Olivia d'une voix trop forte pour être innocente. Tu y crois? Après tout ce qu'on a fait pour elle. Denise laissa échapper un rire sec. Tu as toujours dit que la vieille chauve-souris avait un instinct aiguisé. Je me fiche de son instinct, rétorqua Olivia. Elle a 72 ans. Elle ne peut pas vivre éternellement. Et quand elle ne sera plus là, Marcus et moi aurons ce que nous méritons. Denise haussa un sourcil. Tu y comptes encore? La réponse d'Olivia me glaça le sang. Si ce n'est pas d'elle, ce sera de Marcus quand j'aurai fini de réparer les choses. J'ai été patiente assez longtemps. Tu serais étonné de voir ce qu'un mari en deuil peut signer quand tu murmures les bonnes choses dans le noir. Je ne bougeais pas. Je ne respirais plus. Je fixais simplement les rangées de tomates, le cœur battant la chamade. Sa voix continuait, plus douce, maintenant, mais je n'avais pas besoin d'entendre la suite. J'en avais assez entendu. Elle n'était pas seulement manipulatrice. Elle préparait quelque chose. Et Marcus, ce doux Marcus brisé, était le prochain atout dont elle comptait hériter. Je suis sortie de ce magasin les mains tremblantes et sans provision. Je suis restée assise dans ma voiture sur le parking pendant 10 bonnes minutes avant même de pouvoir démarrer. La trahison n'était pas nouvelle, pas vraiment. Mais sa profondeur, son caractère délibéré, c'était quelque chose que je n'avais pas encore pleinement saisi. Elle m'avait toujours considéré comme un obstacle. Mais maintenant, elle voyait Marcus comme une porte d'entrée. Et si je n'agissais pas vite, j'allais perdre mon fils pour de bon. Ce soir-là, j'ai sorti mon journal intime. Celui relié cuir qu'Harold m'avait offert pour notre 40e anniversaire. Il m'a dit, « Je sais que tu écris avec des bouts de papier, des serviettes, des fiches de recettes, de vieilles enveloppes. Mais un jour, j'espère que tu écriras juste pour toi. » J'ai écrit ce soir-là. Pas pour un avocat. Pas pour Marcus. Même pas pour Harold. Pour moi. Elle l'a répété. Pas dans les mêmes termes. Mais elle l'a dit. Un de moins, un à faire. Elle pense que je suis temporaire. Jetable. Mais ce qu'elle ne comprend pas, c'est que je ne suis pas là par hasard. J'ai surmonté plus de épreuves qu'elle. J'ai enterré un enfant. Je me suis assise sur un lit d'hôpital et j'ai dit à l'homme que j'aimais qu'il était normal de lâcher prise. J'ai vu le monde se reconstruire encore et encore après une perte. Et je suis toujours là. Toujours debout. Toujours attentive. Elle pense que je vais mourir tranquillement. Mais les femmes comme moi, on laisse des échos. 2 jours plus tard, j'ai posté quelque chose. Une petite enveloppe. Sans adresse de retour. Envoyée directement au travail de Marcus. À l'intérieur, un enregistrement, un que j'avais pris après l'épicerie, alors que tout ce qu'elle avait dit était encore frais dans ma mémoire. Je l'avais répété mot pour mot dans mon téléphone. Sa voix, son ton, sa formulation exacte. Ce n'était pas pour la confrontation. C'était pour avoir une preuve. Pour plus tard. Pour quand le bandeau commencerait à glisser à nouveau. Et Marcus, il aurait besoin d'un rappel. La trahison finale ne se fit pas par des mots, mais par des papiers. Une semaine plus tard, Madame Carmichael m'appela et me dit « Madame Monroe, nous venons de recevoir quelque chose d'inattendu. » Qu'est-ce que c'est? Un formulaire de révocation. Signé par votre fils. Tentant de vous retirer de la propriété exclusive de votre maison et de désigner une propriété partagée entre vous et Marcus. J'ai serré le téléphone si fort que j'ai cru qu'il allait craquer. Je n'ai jamais approuvé cela, ai-je dit. Non, et ne vous inquiétez pas, ça ne tiendra pas. Vous avez toute légitimité.
Mais cela signifie que quelqu'un a essayé de le déposer. Je n'ai pas eu besoin de demander qui. J'ai passé le reste de l'après-midi à faire le tour de ma maison. De pièce en pièce. Silencieusement. Lentement. Je touchais les coins des cadres, les bords des coussins, la douce frange du tapis qu'Harold avait choisi sur un coup de tête un après-midi pluvieux. Je n'avais pas peur. J'en avais assez d'avoir peur. J'étais furieuse. Mais plus que ça, j'étais réveillée. Et je venais de voir à quoi ressemblait Olivia quand elle comprit que le temps pressait. Elle ne murmurait plus. Elle tendait la main. Et il était temps que je cesse de lui accorder le bénéfice de mon silence. Parce que la prochaine fois qu'elle essaierait de me prendre quelque chose, elle découvrirait à quel point la mémoire d'une veuve peut être vive. Les jours qui suivirent la lecture de la lettre d'Harold par Marcus furent calmes, mais pas silencieux. Il appelait tous les jours. De brèves conversations, rien de lourd, mais suffisamment pour que je sente que quelque chose en lui avait changé. Je connaissais ce ton. Ce calme d'un homme debout dans un couloir de ses propres choix, choisissant par quelle porte passer. Il n'a pas mentionné Olivia. Pas une seule fois. Et je n'ai pas posé la question. Je savais comment elle était après une confrontation, froide au début, puis lente et stratégique. Le genre de femme qui ne crie pas, mais qui tire les ficelles derrière des portes closes jusqu'à ce que le rideau s'effondre sans que personne ne se rende compte qu'elle a touché. Mais elle ne s'attendait pas à ce qu'Harold laisse une lettre. Elle ne s'attendait pas à ce que la seule personne qu'elle pensait contrôler, Marcus, la lise et commence à la regarder de travers. Les fissures se formaient. Et j'avais appris depuis longtemps, ce n'est pas la tempête qui brise le toit, c'est la pourriture qui finit par céder. La deuxième trahison est venue discrètement. Elle n'a pas crié. Elle a pris la forme d'une conversation que je n'étais pas censé entendre. Je marchais au rayon pain du supermarché, en train d'acheter une miche de pain perdu, le pain préféré d'Harold. J'en faisais encore parfois. Non pas par chagrin, mais par souvenir. Je tournais au coin de la rue en direction de la caisse, et elles étaient là, Olivia et sa sœur Denise. Feuilletant des magazines comme si rien au monde ne pouvait les atteindre. Je m'arrêtais derrière un grand étalage de tomates en conserve en entendant mon nom. Elle réécrit le testament, dit Olivia d'une voix trop forte pour être innocente. Tu y crois? Après tout ce qu'on a fait pour elle. Denise laissa échapper un rire sec. Tu as toujours dit que la vieille chauve-souris avait un instinct aiguisé. Je me fiche de son instinct, rétorqua Olivia. Elle a 72 ans. Elle ne peut pas vivre éternellement. Et quand elle ne sera plus là, Marcus et moi aurons ce que nous méritons. Denise haussa un sourcil. Tu y comptes encore. La réponse d'Olivia me glaça le sang. Si ce n'est pas d'elle, ce sera de Marcus quand j'aurai fini de réparer les choses. J'ai été patiente assez longtemps. Tu serais étonné de voir ce qu'un mari en deuil peut signer quand tu murmures les bonnes choses dans le noir. Je ne bougeais pas. Je ne respirais plus. Je fixais simplement les rangées de tomates, le cœur battant la chamade. Sa voix continuait, plus douce, maintenant, mais je n'avais pas besoin d'entendre la suite. J'en avais assez entendu. Elle n'était pas seulement manipulatrice. Elle préparait quelque chose. Et Marcus, ce doux Marcus brisé, était le prochain atout dont elle comptait hériter. Je suis sortie de ce magasin les mains tremblantes et sans provision. Je suis restée assise dans ma voiture sur le parking pendant 10 bonnes minutes avant même de pouvoir démarrer. La trahison n'était pas nouvelle, pas vraiment. Mais sa profondeur, son caractère délibéré, c'était quelque chose que je n'avais pas encore pleinement saisi. Elle m'avait toujours considéré comme un obstacle. Mais maintenant, elle voyait Marcus comme une porte d'entrée. Et si je n'agissais pas vite, j'allais perdre mon fils pour de bon. Ce soir-là, j'ai sorti mon journal intime. Celui relié cuir qu'Harold m'avait offert pour notre 40e anniversaire. Il m'a dit, je sais que tu écris avec des bouts de papier, des serviettes, des fiches de recettes, de vieilles enveloppes. Mais un jour, j'espère que tu écriras juste pour toi. J'ai écrit ce soir-là. Pas pour un avocat. Pas pour Marcus. Même pas pour Harold. Pour moi. Elle l'a répété. Pas dans les mêmes termes. Mais elle l'a dit. Un de moins, un à perdre. Elle pense que je suis temporaire. Jetable. Mais ce qu'elle ne comprend pas, c'est que je ne suis pas là par hasard. J'ai surmonté plus d'épreuves qu'elle. J'ai enterré un enfant. Je me suis assise sur un lit d'hôpital et j'ai dit à l'homme que j'aimais qu'il était normal de le laisser partir. J'ai vu le monde se reconstruire encore et encore après une perte. Et je suis toujours là. Toujours debout. Toujours attentive.
Elle pense que je vais mourir tranquillement. Mais les femmes comme moi? On laisse des échos. 2 jours plus tard, j'ai posté quelque chose. Une petite enveloppe. Sans adresse de retour. Envoyée directement au travail de Marcus. À l'intérieur, un enregistrement, que j'avais pris après l'épicerie, alors que tout ce qu'elle avait dit était encore frais dans ma mémoire. Je l'avais répété mot pour mot dans mon téléphone. Sa voix, son ton, sa formulation exacte. Ce n'était pas pour la confrontation. C'était pour avoir une preuve. Pour plus tard. Pour quand le bandeau recommencerait à glisser. Et Marcus, il aurait besoin d'un rappel. La trahison finale n'est pas venue par les mots, mais par les papiers. Une semaine plus tard, Madame Carmichael m'a appelé et m'a dit « Madame Monroe, nous venons de recevoir quelque chose d'inattendu. » Qu'est-ce que c'est? Un formulaire de révocation. Signé par votre fils. Je tente de vous retirer votre statut de propriétaire unique de votre maison et de créer une copropriété entre vous et Marcus. J'ai serré le téléphone si fort que j'ai cru qu'il allait se casser. Je n'ai jamais approuvé ça, ai-je dit. Non, et ne vous inquiétez pas, ça ne tiendra pas. Vous avez toute légitimité. Mais cela signifie que quelqu'un a essayé de déposer le dossier. Je n'ai pas eu besoin de demander qui. J'ai passé le reste de l'après-midi à arpenter le périmètre de ma maison. De pièce en pièce. Silencieusement. Lentement. J'ai touché les coins des cadres, les bords des coussins, la douce frange du tapis qu'Harold avait choisi sur un coup de tête un après-midi pluvieux. Je n'avais pas peur. J'en avais assez d'avoir peur. J'étais furieuse. Mais plus que ça, j'étais réveillée. Et je venais de voir à quoi ressemblait Olivia quand elle a compris que le temps pressait. Elle ne murmurait plus. Elle tendait la main. Et il était temps que je cesse de lui accorder le bénéfice de mon silence. Parce que la prochaine fois qu'elle essaierait de me prendre quelque chose, elle découvrirait à quel point la mémoire d'une veuve peut être vive. Les feuilles avaient commencé à tomber plus fort maintenant, non pas à la dérive, mais par rafales soudaines, comme si elles avaient renoncé à tenir. Le même vent qui autrefois soufflait doucement dans les arbres d'Harold les dépouillait maintenant. Nus. Et en moi, quelque chose aussi était en train de m'être arraché. Pas de chagrin. Non, j'avais accepté la mort d'Harold à ma façon. Mais la confiance que j'avais placée en mon fils commençait à se fissurer. Quand Madame Carmichael m'a dit que Marcus avait tenté de déposer les papiers pour changer le titre de propriété de ma maison, j'ai senti une fracture à un endroit dont j'ignorais même la possibilité. Pas Olivia. Marcus. Mon garçon. Celui qui m'appelait à la fac parce qu'il ne savait pas comment faire cuire le riz à la poêle. Celui qui s'allongeait en travers de notre lit, le ventre contre le sol, le menton dans les mains, me demandant comment savoir si quelqu'un vous aime vraiment. Il était dans le pétrin maintenant. Pas seulement sous son influence, mais participant volontairement au vol dont Harold m'avait mis en garde. J'ai passé la nuit à écouter les nouvelles. Il n'a pas appelé. Il n'a pas pleuré. Il est resté assis dans la cuisine, le gant de toilette d'Harold. Une chemise sur mes épaules, le tic-tac de l'horloge résonnait dans le silence. Cette trahison était différente. Ce n'était pas le venin d'Olivia. C'était le silence de Marcus. Le genre de silence qui perce plus profondément que n'importe quelle accusation, car il murmure « Tu n'as jamais vraiment été en sécurité avec moi ». Le lendemain matin, j'ai appelé Madame Carmichael et confirmé tout ce dont nous avions discuté auparavant. Le testament révisé. La fiducie de protection. La clause de non-contestation pour empêcher Olivia de le contester. Et surtout, l'acte de transmission à décès de la maison, qui devait être transmise à une fondation que Harold et moi avons soutenue pendant des années. Pas de nom de famille. Pas de drame. Pas de main se tendant pour ce qu'elles n'ont pas contribué à construire. Elle m'a à nouveau expliqué les détails, avec précision et clarté. À la fin, elle a dit « Madame Monroe, vous n'êtes pas la première veuve à vous asseoir dans mon bureau comme ça. Mais je peux dire, avec certitude, que vous êtes l'une des plus calmes. » J'ai de l'expérience, lui ai-je dit. Cet après-midi-là, j'ai enfin répondu aux appels de Marcus. Il avait laissé 3 messages vocaux depuis la tentative de révocation. Le ton changeait à chaque fois, d'abord poli, puis inquiet, puis coupable. Le dernier message disait « Maman, je ne sais pas ce qui se passe, mais il faut qu'on parle. S'il te plaît. Je ne voulais pas que quoi que ce soit se passe sans que tu le saches. Je pense qu'Olivia, enfin, appelle-moi. » J'ai appelé. Il a décroché à la première sonnerie. « Maman », a-t-il dit, la voix partagée entre panique et soulagement.
J'ai reçu la notification. Ai-je dit. Silence. Je n'ai pas approuvé, a-t-il ajouté rapidement. Je n'ai rien signé de définitif. Olivia, elle a parlé à quelqu'un, et je pensais que c'était juste exploratoire. Je ne savais pas qu'ils allaient vraiment déposer une plainte. Tu es un adulte, Marcus, ai-je dit doucement. Tu savais ce que tu faisais. Il soupira. Je sais. Je suis désolé. J'étais confus. Confusion. Encore ce mot. Il revient toujours juste après que le mal soit fait. Je pense que tu devrais te demander quelle partie de toi-même trouvait acceptable d'essayer de posséder quelque chose qui ne t'appartient pas. Je ne voulais pas. Tu ne t'es pas arrêté. Il se tut. Et puis, à ma surprise, il dit, elle insiste plus ces derniers temps. Elle dit des choses comme, tu dois penser à ton avenir et tu devrais te préparer si ta mère oublie qui tu es. Voilà. L'angle. Olivia jouait la carte du déclin cognitif. Suggestion subtile. Semer le doute. C'est ce que font les femmes comme elles n'accusent pas. Elles insinuent. Elles créent des ombres et se tiennent en retrait pendant que les autres décident d'où vient l'obscurité. Tu crois que je perds la tête, Marcus? Non, dit-il rapidement. Bien sûr que non. Alors pourquoi laisses-tu quelqu'un parler de moi comme si je n'existais plus? Il ne dit rien. Et cela, plus que tout, me dit tout. Après cet appel, je pris une autre décision. Une décision discrète. J'ai commencé à tout documenter. Chaque appel. Chaque visite. Chaque message d'Olivia. Chaque fois qu'elle entrait chez moi. Chaque email qu'elle envoyait à Marcus depuis le compte familial commun qui faisait référence à ma succession. Chaque mention de ma santé dans une conversation informelle. J'ai acheté un petit carnet noir et j'ai tout noté. Date. Heure. Ce qui a été dit. Qui l'a dit. Pas par vengeance. Mais pour documenter. Parce que ce n'était plus seulement une tension familiale. C'était une protection. Et puis vint la troisième trahison. Elle est arrivée par coursier. Une simple enveloppe en papier craft. À l'intérieur. Un formulaire de demande médicale. Un brouillon de procuration. Et une note d'une écriture que j'ai immédiatement reconnue. Chez Olivia. Margaret, ne laissons pas les choses se gâter. Si tu signes ceci, nous pourrons nous assurer que tout sera bien réglé à l'avenir. Marcus est d'accord. Restons simples. Bisous, Olivia. La lettre était datée de 2 jours après les funérailles d'Harold. 2 jours. Avant même que je n'ai enterré cet homme comme il se doit. Avant même que je n'ai eu la chance de sentir les signes du veuvage. Avant même que mon cœur n'ait compris comment battre sans Harold à mes côtés. Elle avait comploté cela depuis son dernier souffle. Et maintenant, elle avait dévoilé sa dernière main. J'ai replié la lettre dans l'enveloppe, je me suis dirigé vers la cheminée et je l'ai jetée dans les flammes. Elle s'est recroquevillée et a noirci rapidement, comme si elle savait qu'elle n'avait rien à faire ici. Je me suis assis et je l'ai regardée brûler. Et je savais, sans l'ombre d'un doute, ce qui allait suivre. Car ce n'était pas seulement une guerre pour une maison. C'était une bataille pour la mémoire. Pour la dignité. Pour les femmes discrètes, les épouses, les mères, les gardiennes qui élèvent des familles, nourrissent des générations, sacrifient leurs noms et leurs identités. Pour s'entendre dire, à la mort de l'homme. Tu es la prochaine. Pas cette fois. J'ai ouvert mon journal et j'ai écrit. Il pensait que mon silence était une faiblesse. Mais c'était une préparation. Il pensait que je faisais mon deuil. Mais je me souvenais. Et maintenant. Je suis prête. Le jour où j'ai pris ma décision finale n'a pas été dramatique. Il n'y a pas eu de tonnerre, pas de porte claquée, pas de cris dans l'allée. C'était un jeudi. Nuageux, calme, avec l'odeur d'une pluie lointaine et un calme dans l'air qui me rappelait ces années où Harold disait « Le ciel ne fait que réfléchir. Laisse-le. » Et j'en avais assez réfléchi. Assez d'espoir. Assez d'attendre que Marcus comprenne que la loyauté sans courage n'est que de la lâcheté sous un manteau plus doux. Ce matin-là, j'ai posé l'épaisse enveloppe en papier craft sur la table de la cuisine. Celle qui contenait tous les documents qui me protégeaient désormais comme une armure. Le testament finalisé. L'acte de transmission à cause de décès. La fiducie de protection dont Harold et moi avions discuté il y a des années, mais jamais exécutée jusqu'à présent. L'attestation de mon médecin confirmant que j'étais sain d'esprit. La lettre notariée révoquant toutes les promesses verbales de succession antérieures.
Je me suis assis avec l'attestation devant moi et j'ai laissé échapper un soupir que je ne savais pas avoir retenu depuis les funérailles. Ce n'était pas une vengeance. C'était une revendication. Plus tard dans l'après-midi, Marcus a frappé à la porte. Il n'a pas appelé avant. Il est juste arrivé. Sa voiture tournait toujours dans l'allée, comme s'il n'avait pas l'intention de rester longtemps. J'ai ouvert la porte lentement. Il avait l'air mal en point, yeux fatigués, chemise froissée, le genre de posture affaissée qui indique que quelqu'un se dispute en rond depuis des heures. « Je peux entrer ?» a-t-il demandé. J'ai hoché la tête. « Bien sûr. » Il s'assit à la table de la cuisine. Je ne lui proposai pas de thé. Il ne demanda rien. Nous restâmes assis un moment en silence. L'enveloppe nous séparait comme une pierre. Finalement, il dit, « Elle est en colère. » Je haussai les sourcils. Elle dit que vous nous humiliez. Que vous agissez de façon instable. Je ne dis rien. Elle a trouvé les papiers du trust. Elle est au courant pour l'acte. Je laissai le silence lui répondre. Puis il dit, presque dans un murmure, « Elle parle de divorcer si je ne fais rien. » Je l'observai. Ce n'était plus un homme qui défendait sa femme. C'était un homme qui réalisait qu'il avait peut-être risqué sa vie pour une femme qui n'avait jamais eu l'intention de partager les gains. « Je ne sais plus qui je suis, » dit-il, la voix brisée. « Tu es le fils d'Harold, » dis-je doucement. « Mais tu as oublié ce que ça veut dire. » Il leva les yeux. « Ça veut dire que tu protèges ce qui est juste. Pas ce qui est facile. » Il hocha lentement la tête. Puis fouilla dans sa poche. « J'ai apporté quelque chose, » dit-il en sortant un morceau de papier plié. Je le pris et l'ouvris. C'était une lettre. De l'écriture d'Olivia. « Si tu ne règles pas ça, je le ferai. Elle est fragile. Il suffit d'appeler la bonne personne et nous pourrons entamer la procédure d'évaluation de la capacité mentale. Le nom de ton père et surtout ne l'oublie pas. » Je fixai les mots. Si décontracté. Si froid. Marcus fixa le sol. « Je ne savais pas qu'elle avait écrit ça, » murmura-t-il. C'était dans son bureau. Je n'aurais pas dû le lire. Mais je l'ai lu. Et maintenant, je ne peux plus le voir. J'ai plié le papier et l'ai posé à côté de l'enveloppe. Puis je me suis levé et je me suis dirigé vers le tiroir sous le vaisselier. J'ai sorti la boîte bleue. Celui contenant la lettre d'Harold. « Ton père l'a vu clairement, » ai-je dit. « Avant nous tous. Il ne voulait simplement pas ruiner votre mariage. » Je la lui ai rendue. Il l'a regardée, puis m'a regardé de nouveau. « Je ne sais pas quoi faire, maman. » J'ai soupiré. Puis j'ai dit la chose la plus honnête possible. « Tu ne peux pas la sauver. Et tu ne peux pas servir de maître. Si tu veux te retrouver, tu vas devoir la laisser tomber. » Ce soir-là, après le départ de Marcus, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. J'ai préparé le crumble aux pêches préféré d'Harold, celui avec la croûte à la muscade et le sucre roux sur le dessus. Je m'assis près de la fenêtre, une petite assiette chaude dans les mains, et regardais le vent souffler dans la cour. Les arbres étaient nus maintenant. Mais pas morts. Dépouillés. Oui. Mais toujours debout. Et je réalisais, moi aussi. Le lendemain matin, j'écrivis une lettre à Olivia. Pas avec émotion. Pas avec colère. Juste une vérité à laquelle elle ne pouvait plus échapper. Olivia. Tu as sous-estimé la mauvaise femme. J'ai fait la paix avec l'avenir et je ne te dois plus de place. Cette maison n'est pas à toi. Mon histoire ne t'appartient pas. Je te souhaite la guérison. Mais je ne t'y porterai pas. Je ne l'ai pas signée avec amour. Je l'ai signée de mon nom. Margaret Monroe. Et j'en suis restée là. À la fin de la semaine, Marcus m'a envoyé un seul texto. Elle est partie. Je ne l'ai pas arrêtée. Je pense qu'il était temps. Je l'ai fixé un moment. Je n'éprouvais aucune joie. Ni vengeance. Juste un souffle. Comme si une fenêtre s'était enfin ouverte. Ce soir-là, debout devant l'évier de la cuisine, je lavais la dernière assiette du dîner, mon dîner, et j'ai réalisé quelque chose qui m'a prise au dépourvu. Je n'étais plus seule. Plus maintenant. Parce que le silence n'était plus vide, maintenant. Il était mien. Pas de murmure. Pas d'ombre. Pas de menace déguisée en politesse. Juste moi. Une femme qui avait perdu un mari, mais qui s'était retrouvée. Le lendemain du départ d'Olivia fut silencieux, non pas dans le deuil, mais dans un état de purification. Comme le silence qui suit une forte pluie, quand le monde est rincé,
et que même la poussière paraît intacte. Marcus n'est pas passé. Il n'a pas appelé. Et je ne l'ai pas poursuivi. Je savais qu'il avait besoin d'espace. Pas seulement d'elle, mais de tout. De la version de lui-même qu'il incarnait depuis des années. Le mari qui hochait la tête quand elle parlait, signait ce qu'elle passait de l'autre côté de la table, la laissait porter son courage comme si c'était le sien. Quand on vit dans l'idée que quelqu'un d'autre se fait de soi, il faut du temps pour se souvenir de sa forme originelle. J'ai donc laissé le silence s'étendre. Mardi, la nouvelle s'était répandue. Pas bruyamment, pas publiquement, mais avec cette douceur que les femmes comme moi comprennent. Madame Cantrell, de l'église, a appelé pour prendre de ses nouvelles. Le ton sous-jacent de sa voix m'a dit qu'elle savait déjà. Je suis vraiment désolée d'apprendre que ça n'a pas marché avec Marcus et Olivia, dit-elle, dissimulant à peine une pointe de soulagement derrière sa fausse surprise. Je la remerciai de son inquiétude et changeai de sujet. Plus tard dans la journée, Patrice, du café, apporta une corbeille de petits pains chauds et un mot qui disait simplement « Les femmes fortes ne rugissent pas toujours. Parfois, elles refusent tout simplement de bouger. » Ça me fit sourire. Parce que pour la première fois depuis longtemps, je n'étais pas prise en pitié. On me voyait. La plupart des feuilles étaient tombées, recouvrant le sol comme une vieille couverture moelleuse. Je les ratissais au soleil matinal, l'air frais me piquant les joues. Harold aurait été fier. Il disait toujours « On sait que quelqu'un guérit quand il se remet à ranger. » J'ai même nettoyé le garage. J'ai trouvé une boîte contenant ses vieux outils, la radio qu'il avait juré de réparer un jour, et un paquet de bulbes de jonquilles non ouverts, ceux qu'il plantait le long de la clôture. Je les ai tenus dans mes mains un long moment. Puis je me suis agenouillée et je les ai enfoncés dans la terre. Parce que parfois, l'héritage ne se résume pas au marbre, alors ou à un nom de famille gravé sur un portail. Parfois, c'est ce qu'on choisit de planter après avoir tout mis à nu. Ce week-end-là, Marcus est arrivé. Il avait l'air différent. Pas dramatique, mais plus léger. Il y avait quelque chose dans sa façon de se tenir. Plus droit. Moins attaché. Il n'avait pas apporté de fleurs. Il n'avait pas apporté d'excuses. Il avait apporté 2 tasses de café et une petite boîte de caramel à la menthe poivrée préférée d'Harold. Je les ai trouvés dans son tiroir, a-t-il dit. Non ouvert. Je ne lui ai pas demandé ce qu'il avait trouvé d'autre. Il ne dit rien. Nous restâmes assis un moment sur la véranda, à regarder le vent souffler dans la cour. Il faisait froid, mais pas hostile. Après un long silence, il prit la parole. « Elle n'a jamais voulu de moi, dit-il. Pas vraiment. Elle voulait mon nom. La sécurité. L'idée de ce que je pouvais lui offrir. » Je ne dis rien. Il continua. Elle disait des choses comme « Tu ne serais rien sans l'argent de tes parents ou ta mère a encore trop de pouvoir sur ta vie. » J'ai toujours pensé qu'elle était juste ambitieuse. Elle était opportuniste, corrigeai-je doucement. Il y a une différence. Il hocha la tête. Je l'ai laissé parler pour moi. Je l'ai laissé déformer les choses. Et j'ai assisté à la scène parce que je refusais d'admettre que j'avais épousé quelqu'un qui ne m'avait jamais aimé. J'avais mal au cœur pour lui. Mais je ne tendais plus la main par-dessus la table comme avant. Je ne l'ai pas sauvé de sa douleur. Parce qu'une partie du développement consiste à rester assis dans ses propres ruines assez longtemps pour comprendre comment on a contribué à les construire. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, dit-il finalement. Mais je veux commencer, à me montrer. Différemment. Honnêtement. Tu peux, dis-je. Mais ce ne sera pas instantané. Et ce ne sera pas facile. Je sais. Et je le croyais. Plus tard dans la soirée, il m'a aidé à descendre les boîtes de Noël du grenier. Nous avons trouvé les vieilles guirlandes lumineuses d'Harold, celles dépareillées qu'il insistait pour utiliser chaque année, même si la moitié des ampoules devaient être testées à la main. Nous les avons démêlées sur le sol du salon, riant tous les deux de leur entêtement. C'est exactement ce que je ressens, plaisanta Marcus. Juste une grosse boule de désordre qui cherche la lumière. J'ai souri. Au moins, tu essaies. Et c'était plus important que tout. Avant qu'il ne parte, je lui ai tendu quelque chose que j'avais écrit. Une lettre. Cachetée. Pour quand tu as besoin de te rappeler qui tu es. Ai-je dit. Il la serra contre sa poitrine, hocha la tête et partit sans demander ce qu'elle contenait. Parce qu'il comprenait maintenant. Certaines choses ne sont pas faites pour être ouvertes sur le moment. Certaines choses sont des encres,
destiné à vous stabiliser quand la marée monte à nouveau. Ce soir-là, j'étais assise près de la cheminée, journal ouvert, stylo à la main. Elle est partie. Il est toujours là. Pas comme avant. Pas encore entier. Mais en quête. Et pour la première fois, je crois qu'il retrouvera son chemin. Quant à moi, j'en ai fini avec le deuil. Pas seulement Harold. Mais la version de moi qui attendait la permission d'exister. J'ai fermé le journal. Puis je me suis placée devant le miroir. Regardez la femme qui me regardait. Et pour la première fois depuis des années. Je n'ai pas vu de veuve. J'ai vu une femme reprendre son souffle. Olivia n'est pas partie sans bruit. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle le fasse. Même après que Marcus m'ait annoncé qu'elle avait quitté la maison, emballé sa garde-robe et ses diplômes encadrés, ses soins de luxe, ses livres soigneusement sélectionnés que personne ne l'avait jamais vu lire, elle a quand même trouvé le moyen de s'attarder. Elle a commencé à contacter des parents éloignés, se faisant passer pour la personne blessée. Margaret réécrit l'histoire, dit-elle dans un texto à ma cousine Gio, qui me le fit suivre aussitôt. Elle ne va pas bien. Harold n'aurait jamais permis ce genre de drame. Cette dernière partie me fit rire aux éclats. Harold. Il l'aurait fait partir dès la première semaine, sa valise dans une main et sa façon de penser dans l'autre. Mais Harold n'était plus là. Moi, si. Et contrairement à elle, je n'avais pas à faire semblant d'être stable. Je l'ai vécu. Le message qui a tout clarifié est venu d'Ethan, mon petit-fils. Il était le seul enfant d'Olivia. À 16 ans, il était déjà plus grand que Marcus, avec une tranquillité que je trouvais toujours familière. Il s'asseyait sur mes genoux avec la boîte à outils d'Harold et posait 1000 questions sur chaque vis et rondelle, déterminé à construire quelque chose assez solide pour ne jamais casser. Après le départ d'Olivia, il a recommencé à me rendre visite. Il n'a jamais demandé d'explication. Il est juste arrivé. Un soir, il a frappé doucement à ma porte d'entrée, tenant une thermos et un tupperware de biscuits au citron. Je les ai préparés en économie domestique, a-t-il dit. N'en attends pas trop. Nous nous sommes assis sur la véranda. Il m'a servi du thé comme il avait vu Harold le faire des centaines de fois, puis s'est penché en arrière et a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. J'ai toujours su que quelque chose n'allait pas, grand-mère. Elle ne souriait jamais de la même façon quand tu étais là. Je l'ai regardé, surprise. Tu as remarqué ça? Il a hoché la tête. Elle avait un regard crispé. Pas de colère. Juste, comme si tu étais un miroir et qu'elle n'aimait pas ce qu'elle voyait. Je ne savais pas quoi dire. Il a continué. Papa est différent sans elle. Plus calme. Mais, plus serein. Puis il a dit, merci. De l'avoir protégé même quand il ne pouvait pas te protéger. Et d'un seul coup, la douleur que j'ignorais encore, s'est atténuée. Quelques jours plus tard, j'ai reçu une lettre recommandée. Olivia, fidèle à elle-même, avait déposé une requête. Rien de dramatique. Pas de procès. Juste une demande officielle de médiation, invoquant un malentendu successoral familial, qui pourrait potentiellement être résolu avec de la bonne volonté et de la transparence. Ce qu'elle voulait vraiment dire, c'était « Je n'ai pas fini d'essayer de prendre ce qui ne m'appartient pas ». Madame Carmichael l'a examinée et m'a lancé son regard calme habituel. Elle n'a aucun droit légal. Elle s'accroche. J'ai hoché la tête. Mais malgré tout, ça me faisait mal. Non pas que j'avais peur de perdre quoi que ce soit. Mais parce que j'étais fatiguée. Fatiguée d'être traquée pendant les années les plus douces de ma vie. Fatiguée de voir une femme tenter de réécrire mon rôle comme si j'étais un personnage secondaire dans une histoire qu'elle venait de découvrir. Fatiguée d'être une cible dans une maison que j'avais construite avec amour, chagrin et courage. Mais alors que j'étais assis dans ma véranda, une lettre à la main, les biscuits d'Ethan à côté de moi, et le chant des oiseaux juste derrière la fenêtre, j'ai réalisé quelque chose. Elle n'avait plus d'importance. Pas vraiment. La maison était à moi. L'histoire était à moi. Et lentement, magnifiquement, le chapitre suivant devenait le mien aussi. Le jardin qu'Harold avait commencé refleurissait. J'étais surpris. Ces bulbes que j'avais plantés à l'automne, incertains de leur viabilité après toutes ces années passées dans le garage. Mais ils étaient là. De minuscules pousses vertes, recourbées vers le haut, réclamant la vie. Ce matin-là, je me suis agenouillée avec une truelle et j'ai enlevé les feuilles mortes. Derrière moi, Marcus est sorti avec 2 tasses de thé. Il s'est assis sur les marches. Il a observé. Tu détestais la saleté,
ai-je dit avec un sourire, en époussetant mes gants. Je la déteste toujours, a-t-il répondu. Mais te voir ici me donne envie de la supporter. J'ai ri pas amèrement. Chaleureusement. Pleinement. Il a pris une inspiration. Elle m'a signifié des papiers, a-t-il dit. Elle veut une part de tout. Elle prétend avoir subi un préjudice moral. Elle dit que la maison a toujours fait partie de son projet de vie. J'ai haussé un sourcil. Tu parles de la maison qu'elle comptait hériter d'une femme vivante. Il a ri. Celle-là. Je me suis levé, les genoux craquants, et je me suis épousseté. Laisse-la faire ses plans, ai-je dit. On va continuer à planter. Ce soir-là, j'étais assise près de la cheminée, mon journal ouvert. La plume bougeait sans hésitation. Je pensais que le coup de grâce viendrait d'elle. Mais il est venu en voyant mon fils pleurer la version de lui-même qu'il a abandonnée. Et pourtant, il revient. Lentement. Sincèrement. Et j'apprends que la guérison ne vient pas toujours enveloppée dans le pardon. Parfois, elle arrive avec des biscuits au citron, des bulbes fraîchement plantés et la prononciation de votre nom sans tension. Parfois, c'est juste la paix. Et ça suffit. Le lendemain matin, debout sur la véranda avec mon café, j'ai regardé Marcus et Ethan transporter la vieille balançoire cassée qu'Harold essayait de réparer depuis des années. On va la reconstruire, a dit Ethan fièrement. J'ai souri. La rendre assez solide pour ne jamais casser. Il a souri. Exactement. Et à cet instant, j'ai su. L'avenir m'appartenait encore. Et Olivia? Elle pouvait continuer à courir après les ombres. Parce que l'héritage auquel elle pensait avoir droit n'avait jamais résidé dans l'argent, ni dans les documents, ni même dans la maison. Il résidait dans la façon dont j'avais aimé. Et dans la façon dont ils apprenaient à s'aimer à nouveau. Avant la fin de l'année, Olivia fit une dernière tentative. Elle ne parvint pas par l'intermédiaire de Marcus, ni par les tribunaux, mais directement à moi. Une lettre. Manuscrite, légèrement parfumée de son parfum de luxe, pliée dans du papier à lettres couleur crème, estampée de ses initiales. Elle commençait par une belle phrase. Margaret. J'ai longuement réfléchi à la façon dont les choses se sont terminées entre nous. Même si nous ne serons peut-être jamais d'accord, j'espère qu'en tant que femme, nous pourrons respecter la situation dans laquelle nous nous trouvions toutes les deux. Elle a poursuivi en affirmant qu'elle n'avait jamais voulu créer de tension, et qu'elle croyait toujours qu'il existait un avenir où nous pourrions coexister avec grâce et maturité. Puis vint le véritable message. Je comprends que des décisions ont été prises concernant la succession. Mais je vous demanderai, respectueusement, de reconsidérer un geste de bonne volonté. Pour le bien d'Ethan, sinon pour le mien. Pas d'excuses. Pas de propriété. Juste la même audace raffinée. J'ai plié la lettre, l'ai glissée dans une enveloppe, et écrit 2 mots au recto de mon écriture cursive la plus soignée. Demande refusée. Je ne l'ai jamais postée. Je n'étais pas obligée de le faire. Parce que tourner la page ne se laisse pas confier à quelqu'un d'autre. C'est une décision que l'on prend soi-même. La première neige est arrivée tôt cette année-là. Je me suis réveillée dans un jardin recouvert d'un doux manteau blanc, chaque branche dessinée, chaque toit silencieux. Harold aurait adoré. Il disait que la neige donnait au monde un aspect neuf, comme si elle pardonnait le désordre en dessous. Je me suis préparé un café et je me suis assis près de la fenêtre, emmitouflé dans la couverture que ma mère m'avait offerte à la naissance de Marcus. La maison était silencieuse. Mais elle ne semblait plus vide. Marcus et Ethan sont passés cet après-midi-là. Sans aucun projet, sans prétention. Juste deux, les cheveux enneigés et la sueur sur leur veste après avoir travaillé sur la balançoire à l'arrière. Ils ont laissé des traces de pas, les bonnes. Celles qui indiquent que quelqu'un habite ici. La balançoire est presque terminée, a dit Marcus. Il faut encore une couche de finition. J'ai hoché la tête. Harold serait fier. Je crois que oui, a dit Marcus doucement. Et pour la première fois, je l'ai cru. Après le dîner, j'ai sorti une petite boîte. À l'intérieur se trouvait une copie de mon testament. Mon journal. L'acte de propriété. Et une lettre de moi cette fois. Je l'ai tendue à Marcus. Tu n'es pas obligé de le lire maintenant. Mais un jour, quand je ne serai plus là, je veux que tu saches que je ne suis pas parti en catimini. Il déglutit difficilement. Je ne veux pas y penser. Tu n'es pas obligé. Promets-moi juste de vivre honnêtement. Je le ferai, dit-il. J'ai déjà commencé.
Nous étions assis au coin du feu ce soir-là, tous les trois, à siroter un chocolat chaud et à rire de l'année où Harold nous avait convaincus de décorer la maison entièrement de lumière bleue parce qu'il en avait trouvé une boîte en solde. Et quand ils sont partis, je ne me suis pas sentie abandonnée. Je me sentais installée. Non pas parce que tout était parfait, mais parce que j'avais retrouvé cette part de moi qui n'attendait plus la permission. Maintenant, je me lève tôt tous les jours. Arrose les plantes. Cuisine ce que j'ai envie de cuisiner. Écris dans le journal que j'avais autrefois oublié avoir le droit de remplir. Parfois, je m'assois sur la véranda avec mon café et je regarde le vent souffler dans les arbres plantés par Harold il y a des décennies. Ils ont grandi maintenant. Certaines branches plient sous leur propre poids, mais elles sont toujours debout, toujours tendues. Comme moi. On dit que quand les gens meurent, leur histoire s'arrête. Mais je n'y crois pas. L'histoire d'Harold vit dans cette maison. Dans la balançoire qu'Ethan et Marcus ont construite ensemble. Dans les graines de soucis que je planterai au printemps. Dans la façon dont je ne recule plus devant mon propre reflet. Et la mienne. La mienne ne s'est pas terminée à cet enterrement. Elle ne s'est pas terminée lorsqu'Olivia a murmuré ces mots cruels. Un de moins, un de moins. Non. C'est juste à ce moment-là que j'ai ouvert les yeux. Et j'ai vu, avec une clarté parfaite, que je n'étais pas la prochaine. Je ne faisais que commencer. Merci d'avoir regardé. Si cette histoire vous a touché, dites-le nous dans les commentaires. Et n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre.